Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va constituer en fait la première vidéo d'un triptyque sur l'homéopathie uniciste. Au moment où les remèdes homéopathiques ne sont même plus pris en charge par la sécurité sociale, après des décennies de non-compréhension de ce qu'est réellement l'homéopathie, par la plus grande majorité des gens et plus encore par les médecins allopathes et la doxa médicale en France, qui n'ont cessé de dénigrer l'homéopathie en la reléguant au rang de médecine douce, ce qui sous-entend remède de bonne femme, je vais vous aider à comprendre ce qu'est réellement l'homéopathie uniciste. Ce n'est ni une médecine douce, ni un remède de bonne femme. D'ailleurs, au sujet de ce dernier terme, il y a eu dès le départ une confusion. En effet, remède de bonne femme vient du terme anglais good fame, ce qui signifie de bonne réputation. Cette séquence donc de 3 vidéos va se décliner comme suit. Cette première vidéo, homéopathie uniciste, un art et une science. Elle s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à ce thème et ou qui se font soigner et plus souvent guérir par elle, ainsi que tous ceux et celles qui ont la curiosité et la soif, tout comme moi, de connaître et de comprendre. Bref, cette vidéo est pour vous. La deuxième vidéo, qui viendra un peu plus tard de ce triptyque, s'intitulera Homéopathie, question de dosage, qui s'intéresse plus particulièrement aux doses à administrer. Puis la troisième vidéo, intitulée Homéopathie, deuxième prescription, qui s'intéresse à une utilisation et une bonne connaissance de la matière médicale pour le cas éventuel d'une deuxième prescription. Alors, ces 2 dernières vidéos pourront intéresser toute personne qui veut comprendre les arcanes de l'homéopathie uniciste, mais plus particulièrement, parce que ça reste quand même très technique, les thérapeutes auxquels il arrive de prescrire ou de conseiller la prise de remèdes homéopathiques. D'où me viennent ces connaissances? C'est très simple. Il y a une trentaine d'années, j'ai eu la chance de pouvoir suivre à Genève des séminaires de formation à l'homéopathie uniciste à raison d'un week-end sur 2 durant une année. Je vivais à l'époque et travaillais sur la partie sud-est du pays. Mes recherches dans de nombreux domaines correspondant à une quête personnelle du bon et du bien, je travaillais alors pour la 3e région maritime dans des centres de recherche sur l'armement. J'ai démissionné à l'âge de 33 ans, pensant que je pouvais avoir mieux à faire, ce qui a été le cas. Pour commencer notre étude de l'homéopathie uniciste, je veux vous rappeler ce qu'il est exigé et attendu d'un thérapeute, ce qui est inscrit sur la première page du formidable organon de la médecine auquel je me référerai souvent dans les 3 vidéos. Premièrement, vocation médicale. La plus haute et même l'unique vocation du médecin est de rétablir la santé des personnes malades, c'est ce que l'on appelle guérir. Sa vocation n'est pas de forger de prétendus systèmes en combinant des idées creuses et des hypothèses sur l'essence intime du processus de la vie et de l'origine des maladies dans l'intérieur invisible, à l'époque, de l'organisme, ambition qui fait gaspiller à tant de médecins leur force et leur temps. Sa vocation ne consiste pas non plus à chercher par d'innombrables tentatives d'expliquer les phénomènes morbides et la cause prochaine des maladies, etc., qui leur est toujours resté caché. Son but ne vise pas davantage à se prodiguer en paroles inintelligibles et en fatras d'expressions vagues et pompeuses qui veulent paraître savantes afin d'étonner l'ignorant, tandis que les malades réclament en vain des secours. Nous en avons assez de ces savantes rêveries que l'on appelle médecine théorique et pour lesquelles on a même institué des chaires spéciales, et il est grand temps que ceux qui se disent médecins cessent de tromper les pauvres humains par leur galimatia
et commencent enfin à agir, c'est-à-dire à secourir et guérir réellement. 2. L'idéal thérapeutique. L'idéal thérapeutique consiste à rétablir la santé d'une manière douce et permanente, à enlever et à détruire la maladie dans son intégralité par la voie la plus courte, la plus sûre et la moins nuisible, cela d'après des principes clairs et intelligibles. Chers auditeurs, il est clair qu'aujourd'hui, avec les progrès fantastiques de la médecine, souvent assistés par la technologie, je mettrai personnellement un bémol à ces affirmations. Alors, commençons notre formation par la définition du mot homéopathie. Il vient du grec homoios, qui veut dire semblable, et pathos, maladie. C'est donc une méthode thérapeutique créée par le médecin allemand Hahnemann, 1755-1843, qui consiste à traiter un malade à l'aide de doses, je devrais plutôt dire de dynamisation infinitésimale, de substances qui provoqueraient chez l'homme sain des troubles semblables à ceux que présente le malade. Contraire, allopathie. 2 grands courants d'enseignement. L'homéopathie française. Les investigations se fondent sur l'approche des symptômes pathognomoniques de la maladie. Voilà, je commence avec le galimatia médical. C'est-à-dire, j'explique, d'un signe qui permet d'établir a priori le diagnostic certain d'une maladie parce qu'il en est caractéristique et ce qui entraîne pour le thérapeute la recherche de médicaments collant au plus près des symptômes en cours. Deuxième courant, l'homéopathie uniciste. Les investigations s'opèrent en faisant ressortir les symptômes propres du malade, l'ensemble des symptômes plus précisément. Dans cette démarche, on recherchera le similimum, voir Organon chapitre 24 à 34, c'est-à-dire le remède capable d'induire chez l'homme sain un tableau symptomatique le plus semblable possible à celui du patient. La recherche du similimum peut s'opérer au départ de la matière médicale, ce qui s'avère très difficile en raison de la multitude des symptômes existants. Les limites de notre mémoire nous empêchent de disposer de toute la richesse de la matière médicale. Qu'appelle-t-on matière médicale ? Les homéopathes ont noté l'apparition de tout symptôme touchant aux différentes sphères d'expression de l'homme, du plus extérieur au plus intérieur, physique, émotionnel, mental, spirituel. Ils ont ainsi créé la matière médicale, recensé les symptômes apparus expérimentalement lorsqu'on induit une maladie artificielle par non pas la matière en tant que telle, mais par les forces contenues dans celle-ci et libérées par le temps de la préparation. C'est la raison pour laquelle nous avons recours à l'utilisation du répertoire de Kant, 1849-1916, et du répertoire de Bartel-Klumber. Leur maniement, qui réclame persévérance, volonté et perspicacité, permet de disposer d'un outil de travail sans pareil. Le thérapeute doit s'efforcer, par un travail assidu, de découvrir les symptômes caractéristiques du malade. Mais cette démarche implique au préalable une connaissance approfondie des principes de base de la médecine homéopathique. Je me réfère là encore à l'Organon. Chapitre 1 à 4, idéal thérapeutique. Chapitre 9 à 16, dynamisme du principe vital. La maladie n'est pas une entité séparée de la totalité de l'organisme. La maladie n'existe pas. Il y a un malade. La totalité des symptômes qui expriment la réaction de l'organisme constitue la véritable maladie. Chapitres 17 à 19 et 71, la thérapeutique doit avoir pour objet de faire cesser la discordance morbide du principe vital.
La conjonction des symptômes et des circonstances observées dans chaque cas individuel est l'unique indication qui peut guider la recherche du remède. La médecine homéopathique doit reposer non pas sur la seule connaissance technique d'une matière médicale, mais avant tout sur des conceptions doctrinales essentielles. Il faut arriver à intégrer l'esprit avant de décortiquer la matière, sous peine de se lancer dans une démarche thérapeutique vidée de son sens le plus absolu. Une connaissance approfondie de la matière médicale permettant d'intégrer le remède comme une entité à part entière. Pour exemple, étude d'un remède de la matière médicale. Une force de vie vit. Elle est neutre, mais peut être constructive ou destructive en fonction de l'usage que l'on en fait. Potentiel de vie, le patient et le remède doivent correspondre sous peine de dégradation. Il faut dans un premier temps intégrer ce qui est essentiel en lui, c'est-à-dire ce que l'on appelle son génie. Donc, à partir de ce qui est général pour aller au particulier et apprendre à saisir, comprendre et intégrer la hiérarchisation des symptômes. Organon, chapitres 151 et 152, recherche des symptômes. Chapitres 153 et 154, valeur des symptômes. Commençons maintenant notre exposé par une introduction. Des commentaires sur le chapitre 1 de l'Organon expliquent clairement les différences entre une approche allopathique ou homéopathique, la différence fondamentale étant que dans le premier cas, le symptôme n'est pas intégré à la maladie, on tente de le couper du malade. Le symptôme pourra réapparaître ultérieurement, voire même sous une toute autre forme. De toute évidence, vu le niveau intuitif et inspiré de l'art et de la science homéopathique, il semblerait qu'il y ait un Dieu pour ses praticiens. Sur la démarche homéopathique, médecine de l'âme, on part de tout ce qui est objectif, matériel, remarque très concrète d'un état, pour remonter vers le subjectif, l'immatériel. Il faut relier l'effet à sa cause. Notons 3 niveaux de la maladie: symptomatique, fonctionnel ou encore lésionnel. Tout symptôme objectif est le support d'un dérèglement de l'énergie vitale pouvant se manifester à 4 niveaux allant du plus extérieur au plus intérieur, physique, émotionnel, mental, spirituel. Le principe vital n'est pas modifiable, il est notre finalité, notre raison d'être, expression de soi-même dans une dimension qui ne nous est pas perceptible. Son support est l'énergie vitale qui se projette dans l'ensemble des énergies, qui sont des manifestations multiples de l'énergie centrale. D'où l'égalité X égale H sur MV. Ce qui va suivre est un peu technique et qui va consister à vous expliquer ce que signifie cette égalité. Il s'agit de la théorie de l'électron de de Broglie. L'interprétation des phénomènes optiques implique une nature à la fois ondulatoire et corpusculaire de la lumière. D'une part, un rayonnement monochromatique se propage comme une onde, caractérisée par une longueur d'onde X. D'autre part, il est constitué de particules ou photons transportant un quantum d'énergie HV. Par analogie avec la théorie quantique du rayonnement, de Broglie suggéra en 1924 que l'électron et plus généralement toute particule matérielle avaient à la fois des propriétés ondulatoires et corpusculaires. Il associa donc à une particule en mouvement, caractérisée par une masse m et une vitesse v, une onde de longueur x telle que x égale h divisé par mv. H étant la constante dite de Planck.
elle est égale à 6,623 10 puissance moins 34 joules secondes. Rappelons encore que la théorie quantique associe par ailleurs à un rayonnement de fréquence V égale C divisé par X une énergie E égale hV. De nombreuses expériences ont confirmé les idées de de Broglie, en particulier celle de Davidson et Germer en 1927, montrant qu'un faisceau d'électrons frappant une plaque métallique est diffracté exactement comme l'est une onde lumineuse. On pouvait donc attribuer aux particules certaines propriétés des ondes. De ces idées, et grâce aux travaux de Schrödinger et Heisenberg, naquit une nouvelle mécanique, la mécanique ondulatoire, dont l'un des premiers principes fondamentaux est le principe d'incertitude énoncé par Heisenberg en 1927, d'après lequel il est impossible de connaître à la fois de façon précise la position d'un électron et sa vitesse, ou, si vous préférez, sa quantité de mouvement P égale mv. On sait qu'on peut déterminer la position d'un objet avec une précision de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la radiation utilisée pour voir l'objet. Dans le cas de l'électron, il faudrait donc utiliser des radiations de très courte longueur d'onde et donc de grandes énergies dont l'action modifierait la quantité de mouvement et, par conséquent, l'énergie E égale 1/2 de mv2 de l'électron. Pardonnez-moi la longueur de cette explication, qui m'a demandé une certaine énergie d'ailleurs, et le côté technique, mais en méditant la formule dans le contexte de la vie 1, on s'apercevrait que Einstein et Bouddha étaient sur la même longueur d'onde, avec cependant, pour Bouddha, quelques photons d'avance, vraisemblablement. Ainsi, et pour finir cette explication, la science démontre aujourd'hui que pour une même expérience au niveau énergétique de la matière, deux expérimentateurs différents obtiendront des résultats différents sur la trajectoire des particules, support de ces énergies. C'est pourquoi aujourd'hui, on piège les particules dans des pièges à ions dits pièges de Penning, 1894-1953, ce système ayant valu le prix Nobel de physique à Hans Dehmelt et Wolfgang Paul en 1989. Tout étant en tout, nous percevons à la responsabilité de l'homéopathe, là, médecin des énergies et des qualités absolues auxquelles il doit se hisser pour maîtriser son art. Mais revenons à notre sujet. Un état de santé serait l'absence de symptômes physiques, la maîtrise de ses propres émotions, un détachement de sa propre personne, c'est-à-dire sans égocentrisme, état tenu en échec permanent par notre psor fondamental. Un terrain miasmatique peut être en hypophénomène, en hyperphénomène ou neutre. À l'issue de tout interrogatoire, il faudra se poser la triple question quant à la finalité de notre intervention. Est-ce utile, nécessaire, indispensable? Définition des symptômes. 1. Action générale. Bien localiser l'action du remède dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire ses centres d'activité particuliers, organes, tissus, etc. Ces différentes phases d'activité, excitation et dépression. 2. Le type. Règle générale. L'homéopathie française accorde une importance particulière à la typologie qui cependant reste relative car insuffisante. Il s'agit de percevoir l'ensemble des symptômes. 3. Symptômes singuliers, particuliers, rares. Extrêmement importants car ils fournissent les clés d'une compréhension juste du cas. Exemple. Amélioration d'une rage dentaire par le bercement de l'enfant. 4. Symptômes étiologiques. Quelles causes, à l'origine, ont engendré le tableau pathologique? Miasmatique, facteur héréditaire,
Acquise, peur, indignation, c'est-à-dire toute cause en rapport avec le domaine psycho-affectif. Choc, toute cause en rapport avec le domaine physique. 5. Symptômes psycho-affectifs. Voir la partie sur la hiérarchisation des symptômes. 6. Symptômes généraux. Périodicité, alternance, amélioration, aggravation, influence extérieure, cycle jour, nuit, température, saison, mouvement, position, voire symptômes généraux. Influence intérieure, en rapport avec les fonctions capables de modifier les symptômes. Exemple, pleurs, boire, manger, uriner, déféquer. Food, nourriture. Kant, 1362 à 1364. Plus aversion et désir alimentaire. Kant, 480 et 484. Dream, c'est-à-dire les rêves. Dans Kant, sleep, sommeil, page 1237. Symptômes sexuels, sécrétion et excrétion, latéralité, pain, la douleur, plus sensation. Kant, 1377. 7. Symptômes régionaux. Du haut vers le bas. Règle générale. Si le symptôme général est fort, il peut prévaloir sur un symptôme mental faible. Donc à partir de là, il faut qu'on s'intéresse au degré des remèdes. Trier les symptômes recensés au cours de l'interrogatoire. Retenir uniquement les symptômes de valeur importante. Ne retenir au maximum que 3 symptômes clés, voir le trépied de Hering et se référer à la technique de répertoriation. Il existe donc 3 degrés dans le répertoire de Kant. 3e degré, en caractère gras, 75%, signifie qu'un nombre important d'expérimentateurs l'ont manifesté. Symptômes de valeur certaine, confirmés par réexpérimentation, vérifiés cliniquement. 2e degré, caractère italique, 45%, signifie que quelques expérimentateurs l'ont manifesté, confirmé au cours de réexpérimentation, vérifié cliniquement au cours de guérison. 1er degré, caractères typographiques normaux, 15%, signifie qu'il fut vérifié au cours de traitements cliniques, mais non expérimenté lors d'un proving, ni reconfirmé. Venons-en à l'importante hiérarchisation des symptômes. 1. Étiologie manifeste. État antérieur, d'origine, qui a enclenché le processus de la maladie. J'essaie vraiment de vous expliquer tous les termes utilisés. En se référant à la cause occasionnelle dans chapitre de la première prescription. Ce peut être aussi un facteur révélateur qu'il s'agit de résoudre avant de parfaire l'étude miasmatique, c'est-à-dire du terrain, du sujet. Symptômes mentaux, volonté, narration d'une journée de vie, amour ou haine, apposée en dernier lieu après instauration d'un climat de confiance, peur, intelligence, illusion, délire, mémoire, règle générale, volonté, mind, de vivre, suicidal dispositions, de jouir, pleasure, de puissance, love of power, rationnel, theory, making plans, moral, lack of moral feelings, symptômes rationnels ou émotionnels, signature de l'état vital du patient, ce sont les plus importants car ils expriment plus précisément les modalités vitales du patient. 3. Symptômes rares, bizarres, singuliers. Se référer à l'organon, chapitre 153. Les symptômes doivent correspondre aux modalités d'expression des symptômes généraux. Ces 3 premiers points doivent être clairs, précis, indiscutables. Sinon, les symptômes généraux prévalent. 4. Symptômes généraux. Toutes les choses qui sont en rapport intime avec le patient, avec sa vie personnelle, avec sa force vitale,
appartiennent à l'être dans son ensemble. Elles sont liées à la personnalité et décrites par le patient en disant « je ». Symptômes d'amélioration, d'aggravation, mouvement, avant, pendant, après les règles, consolation, colère, l'air, la mer, position, chaud, froid, pleine, altitude, saison, lunaire, latéralité, périodicité, tendance à saigner, à se refroidir, chambre chaude, climat, soleil, vent, orage, tempête, gel, brouillard, neige, pluie, sec, humidité. 5. Désir, aversion et intolérance alimentaire. Se référer dans Kant à food aggravation. Bien comprendre quelles sont leurs répercussions générales, locales ou digestives. 6. Sommeil, rêve. Durant le sommeil, le patient peut se révéler tel qu'il est, sans interférence du mental. 7. Comportement sexuel, troubles menstruels, perversion, un certain amour de Dieu, masturbation. Règle générale, les femmes sont souvent plus sincères que les hommes. À partir du 8e point et jusqu'au 11e, ces symptômes ne seront importants que dans le cadre d'une confirmation du similimum. Ils peuvent représenter une élimination en cours, interdiction de la supprimer, ou sont périphériques, c'est-à-dire que le thérapeute doit les considérer pour éviter de refouler une pathologie de l'extérieur vers le centre, évolution contraire à la loi de Hering. 8. Écoulement, excrétion, sécrétion, transpiration. 9. Symptômes régionaux, de haut en bas et du centre vers la périphérie. 10. Symptômes pathognomoniques, c'est-à-dire caractéristiques de la maladie et que l'on s'attend à retrouver chez le patient. 11. Symptômes antérieurs, qui avaient disparu et reviennent. Ne pas changer de recueil. Règle générale, 8 à 11, interdiction de commencer par ces points. Pleurer, parler, tension perpétuelle, activisme, c'est-à-dire suractivité. Cet état de compensation par l'excès ne peut pas dépasser certains créneaux potentiels, c'est-à-dire la capacité propre de réaction. La syphilis. La nature, dans sa loi d'économie, voit que je risque de dépenser mon capital d'énergie originelle par un excès, va faire dévier cette compensation vers une autre dimension de nous-mêmes, un autre terrain, le terrain syphilitique, comportement vibratoire intérieur induit lors de l'utilisation du mercure en cas de syphilis, correspondant alors à un état de violence, de destruction. Ce n'est donc pas nécessairement un état en contradiction avec les règles vitales. Le thérapeute doit simplement comprendre le processus pour être à même de régulariser l'ensemble, faute de quoi il laissera l'individu dans l'état spontané d'une manifestation de certaines lois qui risquent de le mener à un état de dégradation tel qu'il est menacé de disparition. Comme c'est le cas pour nombre d'entre nous lors de pathologies dégénérescentes, des pathologies agressives telles le cancer ou des pathologies mentales comme la dépression et des ulcères. Rappelons la hiérarchisation des symptômes du plus important au moins important. Mental, émotionnel, rêve, concentration, sentiment, physique. Nous avons une force vitale qui nous habite, équilibrant tout, et qui, lorsqu'elle est déréglée, enclenche la réalité d'un processus d'auto-guérison manifesté par l'existence d'une force curative spontanée et naturelle appelée Vix Medicatrix. Lorsque cette Vix Medicatrix enclenche le processus d'action tendant à corriger ce dérèglement vibratoire originel, ce qu'on appelle la psor fondamentale,
qui a touché mon énergie vitale, elle peut engendrer 3 types de réactions. Une adynamie, psor égale incapacité à être soi-même. Excès, état psychotique. Violence, état syphilitique. En clair, toute pathologie, du simple rhume au cancer le plus dangereux, est le résultat d'un dérèglement de cette énergie vitale. Cette dernière étant en rapport avec des paramètres précis, imposés au départ, et définis par une amplitude, une longueur d'onde, une fréquence particulière correspondant à ce que je dois accomplir dans ma vie. 3 lois de guérison selon Hering. Un patient guérit toujours, du haut vers le bas. Toute pathologie qui guérit dans ce sens va donner naissance à des pathologies vers le bas. Exemple, on peut traiter un patient migraineux qui va alors présenter un état asthmatique. Ce dernier pouvant être un état du jeune âge qui avait disparu et qui avait laissé place doucement à un état migraineux. Cela laisse apparaître que l'on est sur la bonne voie de guérison et que le traitement est bien mené. Et on y voit aussi là la vérification d'une mémoire cellulaire. Tout est inscrit dans l'homme. Car une guérison s'opère toujours en sens inverse de l'apparition des symptômes. Ainsi, nous pouvons rappeler d'anciens symptômes et de l'intérieur vers l'extérieur, on renforce une tendance spontanée naturelle, la vix medicatrix. Mais attention, 2 directions doivent être observées pour être assurées du bon sens de la guérison. Exemple, supposons que vous ayez un ulcère d'estomac. Je soigne l'homme ulcéreux et je constate la disparition de l'ulcère, avec succès, mais avec apparition d'une bronchite chronique. Là, je fais l'inverse, car je fais remonter la pathologie. Je peux en déduire que le traitement est mal mené, et donc je dois corriger. Si au contraire, l'ulcère guérit avec apparition éventuellement d'une crise hémorroïdaire importante, je puis être convaincu d'une bonne voie de guérison. On passe en effet d'une lésion interne à une lésion externe et de plus du haut vers le bas. Et si, de plus, la crise hémorroïdaire avait été vécue par le patient des années antérieurement, je suis dans la logique de la guérison naturelle. Recherchez les 3 symptômes qui rayonnent l'histoire de l'individu. Cela va permettre de décrire le trépied psychique. Pour cela, il faut absolument hiérarchiser les symptômes et les valoriser. Les vrais symptômes se cachent généralement derrière de faux symptômes. Les symptômes, rappelons-le, sont l'ensemble des modalités réactionnelles, géo-physico, spatio-temporelles de l'individu. Un symptôme est le signe d'un état révélé. Posons-nous à présent la question de savoir comment un thérapeute peut intervenir sur une énergie vitale qui est virtuelle, non matérielle. Cela ne peut se faire avec des matières, des médicaments pondérables, c'est-à-dire les médicaments classiques qui sont de la matière à dose pondérable, mesurable, mais bien plutôt avec des remèdes. On n'utilise plus la matière dans sa dimension macroscopique, extérieure, suivant les propriétés inhérentes à ce qu'elle est dans son apparence physique, c'est-à-dire ses propriétés physico-chimiques classiques, mais suivant cette fois des techniques bien connues pour libérer les forces contenues en elle. Le remède est donc une substance tirée des 3 règnes, minérale, végétale ou animale, en solution infinitésimale, c'est-à-dire diluée par une méthode de dilution croissante. On va prendre une partie au départ, qu'on va diluer dans 99 autres parties d'un solvant, puis à cette première dilution, on va donner 200 chocs successifs. C'est le temps de la dynamisation. Ensuite, de la première dilution, on va prélever une goutte
qu'on va rediluer dans 99 nouvelles parties d'un solvant, exemple alcool à 30%. Et nous allons rendre 200 chocs violents à la solution, puis reproduire cette opération une fois, deux fois, trois fois, 10, 100, 1000 fois. C'est expérimental et reproductible un nombre incalculable de fois. Nous libérons alors un potentiel de force qui était contenu intrinsèquement dans la matière et qui n'était pas révélé car la matière n'était pas dynamisée. On peut vérifier ces lois à l'aide d'expérimentations appelées proving. Ce qui fut fait par les premiers homéopathes, ils prenaient des sujets sains, car à l'époque il y en avait encore, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas malades, ils préparaient des dilutions infinitésimales, par exemple l'arsenic en dilution 1 centième exposant 200, c'est-à-dire non pas de l'arsenic matériellement constitué, qui tuerait un cheval, mais un arsenic dont on va pouvoir utiliser les forces libérées et qui était insoupçonné à l'état de matière, car comprise dans un jeu moléculaire et atomique qui empêchait ces forces de se libérer. On va libérer les forces vitales de l'arsenic. On fait absorber donc une dose de cet arsenic à une série de sujets bien portants, c'est-à-dire indemnes de tout symptôme. La plupart des sujets vont développer, en fonction de leur sensibilité, par un phénomène de résonance, un certain nombre de symptômes au niveau physique ou celui des émotions. Avarice, peur du noir, courir, agressivité et certaines tendances suicidaires, des symptômes cutanés, eczéma sec, etc. Guérir. À un sujet malade, on fait absorber un remède à une dilution équivalente et correspondante à la maladie naturelle pour voir celle-ci disparaître, puis, dans un second temps, voir la maladie artificielle disparaître aussi. Il y a phénomène de guérison authentique parce que le remède homéopathique va agir directement au niveau de l'énergie vitale. On dit que l'homéopathie est une science et un art. Elle est un art parce que l'homéopathe doit sentir, juger au niveau de la dilution et de la dynamisation qui va correspondre au niveau de la maladie naturelle. Personne n'est malade de la même façon. Par exemple, pour un même ulcère d'estomac, certains patients seront sensibles à un remède issu du règne minéral, d'autres du règne végétal, d'autres encore du règne animal, la dilution dépendant de la sensibilité de la personne, basse dilution pour le physique, dilution moyenne pour le mental et l'émotionnel, haute dilution pour le psychique. Les pathologies. Elles découlent en fait d'une mauvaise intégration de cette résonance de chaque être humain avec un ensemble de formes de vie qui existent sur la Terre. Nous oublions que nous, les hommes, sommes en relation en permanence avec celle-ci. Sinon, comment expliquer que le remède homéopathique puisse permettre de nous guérir d'une foule de problèmes qui nous accablent ? Il existe une correspondance étroite entre chaque être humain et un ensemble d'éléments de la vie des trois règnes. Cela revient à dire que chacun d'entre nous est lié, dans l'univers, à un certain nombre de types ou de formes de vie différents, et la finalité de l'homme se trouve justement dans sa capacité à faire la synthèse de ces formes de vie, non pas par lui, mais à travers lui. La façon dont l'homme s'est coupé de la vie peut se manifester suivant les trois tendances expliquées plus haut, à savoir psor, psychose ou syphilis. La violence. Constatée n'est qu'une conséquence d'une non-intégration de chaque homme et du collectif en rapport avec une mission, une responsabilité qu'il a vis-à-vis de tous les règnes. L'homéopathie s'adresse donc à l'homme intégré à un collectif. Tant que l'homme est malade, on peut encore dire qu'il a une chance de guérir, puisque la nature nous donne alors les moyens de corriger notre état intérieur pour retrouver notre capacité de synthèse. L'action de base. L'homéopathie reste neutre et
excusez-moi, l'homéopathe reste neutre et sûr de lui. Ne jamais laisser paraître que l'on ne sait pas, prescrire des placebos, des reminéralisants. On gagne du temps et on évite les erreurs. Le patient vient toujours chercher un secours moral. Un médecin guérit parfois, soulage souvent, réconforte toujours. Alors, l'action se situe au niveau de l'éducation du patient, en sciences de vie, conseil, réconfort, révélation des potentiels du patient, dynamisation, prise en charge du patient lui-même et non-assistanat, nettoyage de certains barrages, exemple Nux vomica 200 CH ou 200 K, thalamonal en 200 le matin, 1000 le midi, 10 000 le soir au coucher, etc. Point clé de l'interrogatoire. Position du thérapeute, neutralité, qualité d'écoute et de cœur, capacité à garder le secret, sens du respect, etc. En cas de prescription, maîtrise du sujet, certitude, c'est la phase finale, le support physique d'un travail méta-chimique et alchimique, responsabilité d'un suivi du patient, tout processus entamé doit être terminé. Remarque générale. 1. Il ne faut jamais prescrire sur des symptômes extérieurs. 2. La cause occasionnelle est prépondérante. 3. Les réponses à l'interrogatoire ne doivent pas pouvoir être oui ou non. Elles doivent permettre au patient de s'investir dans sa réponse. 4. La volonté et l'entendement de l'homme situent son niveau miasmatique. 5. Ne jamais retenir de symptômes flous. Il faut être clair, précis, indiscutable ou bien modifier la question. Schéma de consultation standard. 1. Motif de la consultation. Pathologie importante actuelle, diagnostic éventuel de départ. 2. Identification du patient. Nom, adresse, code éventuel, téléphone, date de naissance, sexe, activité professionnelle, physique, situation familiale et conjugale, confession. 3. Anamnèse familiale détaillée. Les ascendants, les descendants, les collatéraux, liste de pathologies à suggérer. 4. Anamnèse personnelle. Chronologie. Intérêt. Petit a. Valeur allopathique classique indiquant les pathologies importantes familiales ou personnelles. Petit b. Intérêt en pédiatrie. Pathologie des ascendants identiques chez l'enfant. Petit c. Compréhension miasmatique du patient dans son contexte familial. 5e. Commentaire introductif du thérapeute. Je commente ici au patient l'aspect différent de l'approche homéopathique en lui expliquant que l'expression actuelle ou locale, aiguë ou chronique est à l'image de la potentialité latente de son terrain dont les modalités réactionnelles s'expriment entre autres par les 9 caractères de chaque symptôme. Créer un climat de confiance. 6. Anamnèse spontanée. On demande à ce moment au patient de nous apprendre à le connaître et de nous raconter spontanément tout ce qui le caractérise. On écrit une ligne par symptôme. On se réfère à l'organon chapitre 84. Le malade fait le récit du développement de ses souffrances. Les membres de sa famille ou les personnes de son entourage racontent de quoi il s'est plaint, comment il s'est comporté et tout ce qu'ils ont remarqué le concernant. Le thérapeute regarde, écoute, observe avec tous ses sens ce qu'il y a de changé et d'extraordinaire chez le patient. Il inscrit tout sur le papier, exactement dans les termes dont ce dernier et ses proches se sont servis. Autant que possible, il les laisse achever leur récit sans les interrompre, à moins qu'ils ne s'égarent dans des digressions inutiles. Il a soin seulement, en commençant, de les exhorter à parler lentement afin de pouvoir suivre en écrivant ce qu'il juge nécessaire de noter. Nota.
Il faut avoir à l'esprit que toute interruption trouble la suite des idées de celui qui parle, et les choses ne lui reviennent plus ensuite à la mémoire, telles qu'il voulait d'abord les dire. 7. Contrôle de chacun des points de l'anamnèse spontanée, selon les 9 caractères des symptômes. 8. Pour relancer l'anamnèse spontanée, il peut être utile de faire raconter au patient le déroulement d'une de ses journées, de son coucher et de sa nuit. De le faire parler de son travail, intérêt qu'il y porte, relation avec ses supérieurs, ses subordonnés et ses collègues, la situation familiale dans laquelle il se trouve, qui habite avec lui et dans quel rapport, le faire parler de ses loisirs et comment il les utilise, quel est son environnement physique, climatique, émotionnel et religieux, que furent et quelles sont ses aspirations et ses désirs, moyens mis en œuvre pour les réaliser, ses succès et ses échecs, les obstacles rencontrés. Nota. À ce niveau, certains patients pourront prendre conscience et éventuellement dire pourquoi ils sont malades et ce qui les empêche de se guérir eux-mêmes. 9. Interrogatoire systématique. En suivant le répertoire de Kent, en commençant par vertigo jusqu'à generalities, pour terminer par le mind et le genital. Nota. Hahnemann et Kent nous rappellent que nos questions doivent être le moins directes possible, en ne donnant au patient aucune possibilité de répondre par oui ou par non, ni de devoir choisir entre deux alternatives. 10. Notes d'observation. Colliger au point 6 précédent, les reprendre une à une. 11. Examen physique et clinique. 12. Examen de laboratoire, radiographie et tests divers. 13. Hypothèse diagnostique, indiquant les éventuels critères d'urgence. Nota. À ce stade, nous devons être certains que nous avons recueilli la totalité des symptômes possibles, faute de quoi nous passons aux points 22 et 23 pour prescrire placebo, agrémenté éventuellement d'instructions d'hygiène de vie ou alimentaire, pour reporter à une consultation ultérieure une anamnèse et un examen plus approfondis. 14. Schéma d'évolution antérieure et actuelle. Résumé synoptique chronologique. Importance de la prescription de placebo lors de la ou les premières consultations, de manière à faire le départ entre les 4 actions thérapeutiques qui peuvent suivre une consultation. Meilleure compréhension et prise de conscience par le patient de sa biopathologie. La sympathie du thérapeute, sympathéine, reçue par le malade, le thérapeute se prescrit lui-même. Les éventuelles corrections de l'hygiène de vie, de l'hygiène alimentaire ou de l'environnement. Puis le remède. 15. Réflexion sur ce qu'il faut guérir chez le patient. Organon, chapitre 3. Lo que es digno de curar en el paciente, disait Ortega. 16. Organon, chapitre 153. Recherche des symptômes valablement représentatifs des modalités réactionnelles personnelles du patient, en excluant les symptômes communs ou banals et ceux qui sont allopathiquement parlant de la maladie, syndrome minimal de valeur maximale. 3 groupes de symptômes en général, de préférence de niveau 3. Je vous renvoie vers les degrés des remèdes. 17. Hiérarchisation des symptômes parmi ceux choisis au point précédent. 18. Répertoriation des symptômes hiérarchisés et repérage des remèdes qui arrivent en tête de liste. 19. Contrôle par les matières médicales. Des remèdes apparus au point 18 avec diagnostic différentiel éventuel avec des remèdes suggérés au cours de la consultation et qui ont été notés dans un espace blanc. 20. Évaluation du niveau énergétique du patient pour estimer la dynamisation à laquelle il est vraisemblablement sensible. Voir l'organon, page 51. Synthèse 5.13. 21.
6 points sont à examiner ici. Premier point. Caractère aigu ou chronique de l'état pathologique du patient. Je vous renvoie vers l'Organon, chapitre 148-149, ou encore à la conférence 31 de Kent. Deuxièmement, partialité ou totalité de la symptomatologie recueillie et sur laquelle nous décidons d'agir. Troisième point, intention curative ou palliative de la thérapeutique que nous voulons instaurer. Quatrième point, action à visée centrale ou périphérique de la thérapeutique selon le caractère lésionnel ou fonctionnel des plaintes. Cinquième point, le remède couvre-t-il le diagnostic clinique? Sixième point, adaptation de la dynamisation à l'intention curative ou palliative et aux dangers éventuels du remède à repérer dans les matières médicales synthétiques. 22. Décision du remède possible et de la dynamisation souhaitable. Suppression, maintien ou décroissance de la thérapeutique antérieure. 23. 3 questions à se poser alors. Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Est-ce indispensable et bienveillant en fonction du contexte du patient? 24. Administration ou prescription éventuelle du remède, à la dynamisation choisie ou d'un placebo, Saccharum lactis. Je tiens à disposition à la demande d'un dossier vierge type que je me suis fait moi-même en 7 feuillets numérotés de 0 à 6 au format PDF, seulement aux personnes habilitées à prescrire des remèdes homéopathiques. Il vous suffit en commentaire de me le signaler en me donnant votre adresse mail. Liste de cas. Il s'agit là de cas évidents et sans besoin d'anamnèse, susceptibles de vous faire gagner du temps et de produire des miracles. Il vous suffit d'ouvrir une matière médicale et d'en vérifier l'à propos, vous êtes seul juge. Atrésie duodénale du nourrisson. Remède qui peut éviter l'opération Nux vomica 10 000 CH, à faire prendre au bébé dans la soirée. Affection due à un choc glacé, chaud et froid, bain, boisson, Bélis pérennis. Décharge électrique, phosphorus. Retrait d'une sonde permanente, Staphysagria 1000K ou 1000 CH. Naissance prématurée, Arnica 200 CH. Barrage anesthésie, thalamonale, matin 200 CH, midi 1000 CH, soir 10 000 CH. Je peux vous dire que je l'ai expérimenté moi-même et dans les minutes qui ont suivi, j'ai fait un très gros pipi jaune foncé et sentant le produit d'anesthésie. Ça, j'ai fait le proving. Blessure ou infection qui ne guérissent pas. Gunpowder 3X. Donc il s'agit là d'une trituration. Les bégaiements, stramonium. Les maux de dents, avec sel verte, camomilla. Avec sel jaune, podophyllum. Cancer de l'estomac, ornithogalum, 1 goutte 1 fois par mois. Barrage à l'alcool, alcool éthylique 10 000 CH. Nettoyage général, Nux vomica 200 CH, plus poudre reminéralisante. Réaction aiguë au soleil, allergie, éruption d'eau des mains. Muriaticum acidum 6 CH, 6 granules 3 fois par jour. Écrasement du doigt, Hypericum 10 000 CH, 1 dose. Ongle incarné, Magnetis polus australis, 1 dose. Les eaux polluées, pour les bacilles, Pyrogénium 30 CH, 5 granules tous les matins en préventif. Plusieurs tubes. Je peux vous dire que je l'ai également expérimenté quelques semaines avant de partir en Égypte et j'étais un des rares à ne pas avoir de problème avec l'eau. Douleur suite à fracture, Calcarea phosphorica 10 000 CH, 2 granules 3 fois par jour. Sauver un œil suite à un traumatisme, par exemple en jouant au tennis. Symphytum 200 CH, 1 dose. Problème de ménage,
Nitricum acidum 6CH. Abcès. Silicea 6CH, 2 granules 3 fois par jour, plus calendula, teinture mère, ça nettoie la plaie, si suite à amygdalite, alors l'acésis D12. Déchaussement des dents, et voire même toute parodontose. Un Sadol, 8 cuillerées par jour pendant 1 à 2 mois. Pour combattre les poux, Psorinum 200CH, une dose, et quelques jours plus tard, Pediculus capitis 200CH, une dose, plus quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans le cuir chevelu. Intoxication alimentaire, Pyrogenium 1000K. N'étant pas habilité à prescrire car non thérapeute, j'ai pu tester sur moi-même certains de ces remèdes dans les cas précisés, et ils se sont avérés extrêmement fonctionnels. Je vais maintenant vous raconter mon année docte. Chers amis, vous l'avez compris, j'ai étudié avec force et passion la doctrine de l'homéopathie uniciste, les matières médicales, ainsi que le répertoire de Kent, dont j'avais acheté à l'époque, en Inde, une version en langue anglaise. C'est cette synthèse que j'avais écrite alors et que j'ai choisi de vous révéler aujourd'hui. L'homéopathie est décriée par les imbéciles qui n'ont pas pris la peine de la comprendre. L'homéopathie n'a cessé de recevoir des coups tant par les allopathes que par les gouvernants, relayés à loisir par les médias. Elle a toujours été tournée en dérision, parfois comprise comme du charlatanisme ou encore comme des remèdes de l'époque des sorcières. Au travers de cette étude, l'on se rend compte combien elle est un art et une science. J'ai assisté à des anamnèses véritables qui pouvaient, dans certains cas, durer plus de 3 heures. Le problème, pour la doxa, c'est que l'homéopathie uniciste fonctionne et, à mes yeux, elle ne peut être mise qu'entre les mains d'une élite, non pas issue de l'intelligentsia, mais sincère, possédant un haut niveau spirituel et qui est prête à passer de nombreuses heures pour guérir véritablement, car l'homéopathie uniciste est capable de guérir. Elle ne met pas la lumière sous le boisseau, mais elle met en lumière le similimum du patient. Elle introduit une maladie virtuelle chez le patient au niveau parfait du trouble de son énergie vitale. Les symptômes de ce trouble, du coup, disparaissent et la maladie induite en harmonie parfaite avec la dimension spirituelle du patient disparaît à son tour. Voilà comment fonctionne l'homéopathie. CQFD. L'homéopathie uniciste fonctionne et obtient, lorsqu'elle est menée en suivant les protocoles que je vous ai présentés, des résultats remarquables, car ce n'est pas en supprimant de façon frontale et systématique les symptômes que l'on peut réellement guérir un patient. Patient qui a, selon son énergie vitale de départ, un programme, une mission de ce qu'il doit faire durant sa vie terrestre. Je vais, pour terminer cet exposé, vous étonner sans doute encore en vous racontant une expérience qui m'est arrivée durant mon étude de l'homéopathie il y a plusieurs décennies. Un jour, je voyageais en voiture avec une amie et à la suite d'un échange, je dus, de façon abrupte, lui confier qu'elle me faisait penser à cet instant précis à Cactus grandiflora. Elle fut dans un premier temps très surprise, puis parut fâchée, pour finalement me demander ce que cela signifiait. Je lui répondis qu'elle présentait les caractéristiques majeures du génie de ce remède et qu'ainsi l'image d'un cactus s'était manifestée à mon esprit. Un cactus bien vivant, avec des piquants longs et acérés, prêts à fonctionner. Elle présentait en effet un froid aux extrémités depuis le début du voyage. Nous revenions de Genève. Elle n'arrivait pas à se réchauffer, malgré un chauffage de bord valable, et pourtant visage empourpré, regard tendu et congestionné, attitude taciturne, voire exaspérée, difficulté à parler, la voix étant comme enrouée, comme ayant une boule dans la gorge. Nous étions 5 amis en tout dans ma voiture.
Pour détendre notre jeune ami, je lui fis part, en toute simplicité et en toute sincérité, mais avec une pointe d'humour qui l'exaspéra davantage, que je la voyais comme un grand cactus plein de piquants et gorgé d'eau. Je lui demandai alors si elle ne faisait pas de la rétention d'eau, mais pour rire. Je ne me prenais vraiment pas au sérieux. À mon grand étonnement, elle confirma la globalité des similitudes et m'avoua avoir depuis un long moment la vessie pleine et des douleurs aiguës au niveau du bas-ventre, et que tout cela la mettait dans un état de colère sourde et difficile à contenir. Finalement, après qu'elle eut pu d'urgence soulager sa vessie, je lui expliquai que, suite à nos travaux de ces 48 dernières heures, elle avait dû être très secouée, ce qui était somme toute normal, et ressentir de façon plus vive sa psore fondamentale. C'était une bonne occasion de répondre au mieux à toutes ces questions sur l'homéopathie en général et sur une démarche spirituelle en particulier. Je n'avais bien sûr pas de cactus grandiflora dans ma mallette, et par ailleurs, je me garde bien de prescrire n'étant pas médecin. Je me contente de conseiller puis de diriger vers un thérapeute parfaitement rodé. Mais, après réflexion, je me demande aujourd'hui comment j'ai pu converser avec un cactus grandiflora dans une voiture, si ce n'est peut-être en devenant moi-même, en esprit, cactus grandiflora, car tout au long de cet échange avec cet ami perturbé, j'avais pu sentir s'apaiser son esprit, puis disparaître les principaux symptômes, aussi bien physiques que mentaux. Sachez donc que cet échange a permis à une amie timide de s'intégrer avec plus d'énergie et de détermination dans une quête purement spirituelle. J'avais eu la chance d'étudier Cactus grandiflora dans la matière médicale de Kent. J'avais hâte alors de mieux connaître beaucoup d'autres remèdes. Ainsi, je ne fus par la suite plus entouré que d'Ignacia, Naja, Tuya ou encore Zincum, Arsenicum et parfois Aurum. Pour conclure, je dois vous avouer franchement que, par la suite, en posant les bonnes questions aux personnes à l'amnèse, j'en suis arrivé à considérer qu'il n'était plus, après le similimum découvert, et donc dans la phase logique de prescription, utile de prescrire, tant la parole est pourvue d'un soin curatif inimaginable. Quelques années plus tard, j'ai éprouvé le besoin de travailler ce que l'on appelle la voix de miel, en travaillant plus particulièrement chaque lettre de l'alphabet, en leur donnant une résonance propre à chacune d'elles. Cela m'a été très utile quelques années plus tard, lorsque j'embrassais une carrière d'enseignant. Voilà, j'espère que cette vidéo a su vous donner des informations qui vous seront utiles dans votre vie quotidienne, même si, je m'en excuse, elle reste très technique. Donc je vous rappelle que cette vidéo est la première d'un triptyque, ayant pour objectif principal de bien faire comprendre ce qu'est l'homéopathie uniciste. Les deux suivantes, s'adressant à des thérapeutes, sont respectivement intitulées « Homéopathie uniciste, question du dosage » et « Homéopathie uniciste, seconde prescription ». Je vous souhaite une voie et une quête du vrai, du bon et du bien. Voilà, mes exposés et conférences sont tout à fait gratuits et dans le domaine public. Cependant, j'ai le projet de m'équiper en matériel plus haut de gamme pour vous préparer toutes ces vidéos. Donc, éventuellement, vos dons sont les bienvenus via PayPal à cette adresse mail. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.